Vous êtes probablement étonné de voir qu'on sort un épisode aussi vite. C'est normal, cette semaine, c'est pas nous qui travaillons, c'est Xavier. J'avais envie de faire un épisode avec Xavier, créateur et animateur du podcast The Big Shift, un podcast où Xavier reçoit toutes les semaines un invité pour échanger sur différentes thématiques liées à l'écologie. Et il se donne vraiment. L'autre jour, il a organisé un épisode en live dans Paris avec apéro et rencontres entre amateurs de son podcast. Je vous laisse regarder un peu sur les réseaux sociaux, c'est très très fort. Dans cet épisode, au-delà de vouloir lui faire un peu de pub, c'est l'occasion pour Xavier de prendre mon rôle et de présenter un livre qui l'a marqué et qui est d'actualité, Mémo sur la nouvelle classe écologique, comment faire émerger une classe écologique consciente et fière d'elle-même, par Bruno Latour et Nicolas Schulz. Xavier s'en sort plutôt bien pour quelqu'un qui fait cet exercice difficile pour la première fois, et en plus, pour une fois, c'est pas lui qui pose les questions, mais c'est lui qui parle. J'espère que vous apprécierez la conversation et que vous irez voir comment ça se passe du côté du Big Shift. En attendant, place à l'épisode. Et la semaine prochaine, on se retrouve comme d'hab en compagnie de Georges autour d'un livre de Monsieur Piketty. Profitez bien. Donc on va faire un truc un petit peu particulier pour cet épisode. On va faire... donc c'est pas moi qui vais faire la présentation du bouquin. Comme d'habitude, j'ai fait venir Xavier. Bonjour Xavier. Salut Alexa. Du podcast Le Big Shift. Et en fait, on s'était dit que ça pouvait être sympa si cette fois-ci, c'était quelqu'un d'autre qui présentait un bouquin qui faisait le taf à ta place. Voilà, concrètement, c'est ça en fait, qui faisait le taf à ma place, si on le dit de manière assez concrète. Et ouais, je me suis dit, ça pouvait être sympa que ça soit Xavier qui nous présente un bouquin cette fois-ci. Et donc, ouais, t'as choisi de parler de quoi, Xavier ? Alors, je me suis pas mal posé la question, parce que en ce moment, je suis un peu un grand fan d'énergie dans The Big Shift. J'ai plein d'épisodes sur l'hydroélectricité, le nucléaire, etc. Donc, je me suis dit, il y a le nouveau bouquin de... je sais pas si tu les connais, Ludovic Torbet et Stéphane Lambert, qui ont la chaîne Osons Comprendre. Ah, ouais, je les connais. Osons Causer, ouais. et ils ont écrit un super bouquin sur l'avenir de l'énergie. Et je me suis dit, je vais faire ce truc là-dessus. Et après, je me suis dit, bon, peut-être plus facile à aborder. Du coup, je vais essayer d'aller sur un sujet un peu plus technique. On va essayer de se challenger un peu. Et donc là, le bouquin dont on va parler aujourd'hui, c'est Mémo sur une nouvelle classe écologique, sur la nouvelle classe écologique. Et c'est un bouquin c'est un petit mémo, c'est une centaine de pages. Donc, si vous avez la volonté de le lire, c'est tout à fait faisable. Et donc, c'est un mémo. Donc il insiste sur le fait que c'est pas un essai, parce qu'il donne pas de solution. Mais donc, c'est un mémo de Bruno Latour et de Nicolas Schulz. Alors, on retient surtout le nom Bruno Latour, qui est décédé assez récemment, en décembre 2022, je crois. Et donc, je trouvais que c'était un bel hommage de parler de son livre aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Mémo sur la nouvelle classe écologique, c'est une sorte de critique constructive de ce que les écolos ont mal fait ou ce qu'on n'a pas encore fait, et qui fait qu'aujourd'hui, la position écolo au niveau politique, au niveau sociétal, est difficile à tenir et n'accueille pas un vrai engouement de la part de la population. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ce que... Donc, il dit c'est à destination des électeurs écologistes et des futurs électeurs écologistes. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller convaincre plus de monde que c'est le seul chemin possible pour avoir une société qui soit une société heureuse et qui vive en harmonie avec le vivant. Et juste pour comprendre pourquoi il dit que c'est pas un... Parce que j'ai essayé de regarder un peu, le livre est divisé en 72 points, un truc comme 75, ça. Ouais. 75, alors, ouais. Je serais incapable de te les présenter point par point. Non, mais c'est quoi l'idée, en fait ? Pourquoi il dit que c'est pas un essai ? En fait, ça m'a l'air un peu particulier comme bouquin. En fait, il faut dire que Bruno Latour, c'est un philosophe, un sociologue, un anthropologue, un physicien, un théoricien. C'est aussi le philosophe, selon les Américains, en tout cas, c'est un article que j'ai lu récemment, c'est le philosophe français le plus connu contemporain. Et probablement la plus grosse pointure au monde dans la philosophie française. D'accord. Donc, je serais incapable d'aller dans les profondeurs lexicales et sémantiques qu'il utilise quand il parle dans son bouquin.
Et du coup, c'est ce qui rend un peu son mémo différent, c'est pourquoi est-ce que c'est juste un mémo, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un essai. C'est parce qu'en fait, lui, sa volonté, c'est d'essayer de dire, voilà ce qui nous amène aujourd'hui à dire que l'écologie n'a pas la place qu'elle devrait avoir au niveau politique. Ouais. En fait, le constat, si tu veux, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu t'inquiètes pour notre avenir écologique, est-ce que tu t'inquiètes de ce que va être le climat dans le futur, la biodiversité dans le futur, en fait, si tu prends même les sondages qui avaient été faits pré-présidentiel 2022, je crois que c'était entre 70 et 85% des gens qui disaient oui, je suis très inquiet et c'est un sujet primordial pour moi, l'écologie. Et d'ailleurs, je crois que quand on faisait les sondages, tu avais 1, le pouvoir d'achat, 2, je ne sais plus trop quoi, et 3, l'écologie. D'accord, carrément. Et donc, ça veut dire que c'est un sujet qui est majeur pour un grand nombre de personnes, la majorité des personnes même. Et pourtant, dans l'urne, on se retrouve avec un Yannick Jadot à 2%. Donc, ça veut dire, tu vois, mais lui, c'est ça qu'il essaye de dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet écart-là et qu'est-ce qui fait qu'on a et comment, enfin, de quoi on a besoin pour réduire cet écart et pour avoir une idéologie propre à l'écologie. Et juste pour comprendre, parce que là on parle de Yannick Jadot, est-ce que est-ce que la France insoumise dans sa tête ça compte? Parce qu'en fait moi naïvement j'aurais envie d'additionner un petit peu tous les acteurs qui parlent d'écologie et de me faire mon pourcentage comme ça. Alors on est toujours loin des 70% que tu évoques, mais quand tu additionnes tout le monde, ça me paraît pas trop mal déjà. Ouais, alors là on plonge un peu direct dans le vif du sujet de ce mémo. Ouais. En fait, ce qu'il explique, c'est que il y a un gros travail culturel à faire. C'est-à-dire que un des problèmes, et tu le dis, on a tendance à associer l'écologie peut-être à la gauche et aux gauches diverses. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas de classe écologique qui se soit démarquée et qui ait je dirais une vision qui soit une vision propre à ces écologistes. C'est-à-dire, en gros, qui sont nos alliés, qui sont nos ennemis, et au niveau politique, ça n'existe pas. Donc en fait, il dit, les écologistes et les écologistes politiques ont manqué d'une certaine fermeté et d'un certain appui de position particulière en disant, on revendique ces valeurs et ça, c'est notre groupe. Et donc en fait, ils sont toujours accolés à des groupes et c'est là où c'est très très compliqué parce que quand tu parles de socialisme, tu parles d'un mouvement, c'est une hégémonie culturelle, c'est Nicolas Schutz qui parle de ce point-là. Ce sont des mouvements qui existent depuis l'ère industrielle. Donc, tu parles 1820, 1850, et en fait, c'est pour ça qu'il parle de nouvelles classes écologiques, c'est parce que justement, il fait ce parallèle avec ces anciennes classes liées à la production. Donc, tu as la classe libérale et tu as la classe, en gros, ouvrière, si tu veux. Et donc, il prend ces classes-là et il retourne un peu le terme de classe pour revenir un peu au terme classique, un peu marxiste. Et en même temps, il dit, ces classes-là, elles ont mis 100 ans, 150 ans à développer une culture. Et aujourd'hui, la classe écologiste, elle n'a pas ce temps-là. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on ne l'identifie pas comme une classe politique à part entière, parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'imposer comme l'ont eu des classes socialistes ou plus conservatrices. Et juste est-ce qu'on aurait des exemples concrets pour illustrer ça? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, quand tu prends, on va dire, tous ceux qui se disent écolos, il va y avoir typiquement des sujets sur lesquels ils ne seront pas d'accord, c'est ça qu'il veut dire? Dans tout ce spectre de la gauche vers la droite, tu as des écolos. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas une classe à part entière. C'est parce qu'en fait, ils font partie de toutes ces classes-là. Et donc, c'est ça qu'il dit, c'est tant qu'on n'aura pas créé une vraie classe où les gens se reconnaissent, ont des valeurs qui leur sont propres et qui les rassemblent et qui les opposent aux autres classes, tu ne pourras pas avoir une émergence d'une politique qui soit majoritaire en écologie. Parce que du coup, tous ces gens-là, tu vois, si tu prends encore cet exemple de toi, tu pars en week-end avec des potes, vous avez probablement le même statut social. Tu vois, les potes avec qui tu... Parce que vous êtes allés, je sais pas, à l'école au même endroit, parce que vous avez eu la même éducation, vos parents étaient amis, ou j'en sais rien, tu vois. En revanche, si tu commences à aller évoquer le sujet du végétarianisme, vous faites partie de la même classe sociale, vous avez les mêmes valeurs. Mais tu vas dire, moi je suis végétarien, vous allez être complètement en désaccord. Tu vas dire,
j'ai arrêté de prendre l'avion, vous allez être complètement en désaccord. Tu vas dire... et en fait, du coup, cette opposition, elle est plus du tout liée à un marqueur de classe sociale, mais elle est liée vraiment à des valeurs qui ne sont pas encore des valeurs unifiées, uniformisées au niveau de la classe écologique. Et donc, en fait, là où les dirigeants politiques écologistes étaient persuadés que avoir les mêmes informations sur la catastrophe climatique allait être en fait un consensus, bah, c'est beaucoup plus un dissensus. C'est-à-dire que si tu prends l'exemple du nucléaire, qui est basique, tu as la moitié des écolos qui sont 100% nucléaires et tu as la moitié des écolos qui sont 100% anti-nucléaires. Ouais. Et donc, en fait, là, il y a un truc où, quelle que soit ta classe sociale, je dirais traditionnelle, et ben, en fait, on n'arrive pas à créer cette classe écologique qui prendrait le pas sur ces anciens marqueurs. Voilà, tout ça pour expliquer ça. D'accord. Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire. Et d'accord, ok. Je pense que j'ai des questions, mais ça, je te laisse. Si on continue là-dedans, en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est la faute des écolos. En gros, ce débat, ce manque de valeurs culturelles propres, c'est parce que et d'ailleurs ce manque d'identification à une classe particulière, c'est parce que les écolos politiques au pouvoir, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est très très bien mentionné dans Don't Look Up, et c'est amusant dans ce film-là parce qu'on voit très très bien la critique qu'on fait des médias, la critique qu'on fait des dirigeants, mais ce que les gens ont loupé, c'est la critique des scientifiques qui eux-mêmes font l'alerte. Ça, on n'en a pas du tout parlé, mais en fait, ils ont estimé, et c'est ce que font aujourd'hui les écolos qui sont au pouvoir, ils ont estimé que le fait qu'on ait tous les informations et qu'on se dise « Ok, on est dans le même bateau, voilà ce qui se passe », que ça allait être suffisant pour unir le peuple, tu vois, vers un objectif commun. Et en fait, c'est ça la grosse erreur, c'est que ça n'a pas du tout uni, mais c'est juste que tout le monde a son propre avis, ou alors ou sa propre peur, et en fait, ça n'a pas du tout uni. Et le fait d'être pédagogique, c'est pas suffisant pour unir un peuple vers un objectif commun. En fait, il y a toute cette partie idéologique, si tu veux, nouveau récit, qui prime largement sur cette partie apprentissage et pédagogie de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et mais donc peut-être qu'on est d'accord sur le constat. Mais tu vois, typiquement, il dit c'est la faute des écolos. Mais comment tu ferais concrètement? Imagine, voilà, t'es écolo, tu fais ton parti écolo. Là, tu dois choisir si t'es, allez, on va dire, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, pour ou contre le nucléaire. Faut bien que tu fasses un choix. Est-ce que tu vas pas fatalement, du coup, ayant fait ce choix, t'aliéner en fait une partie de l'électorat écologique? Enfin, comment tu ferais en fait concrètement? Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, EELV, ils sont 100% anti-nucléaires. Ouais. Et du coup, ils s'aliènent. Et du coup, il y a toute la partie des écologistes qui sont pas anti-nucléaires, qui n'ont jamais voté pour eux. Ouais. Moi, je pense que le débat nucléaire, c'est une grosse bêtise parce que c'est une grosse parenthèse, mais vas-y. Le rapport RTE, Futur énergétique 2050, plus tous les rapports qui sont sortis après ça montrent bien que on est incapable aujourd'hui d'avoir un rythme de développement des énergies renouvelables qui nous permettent d'être complètement indépendants énergétiquement à 2050, et que de toute façon, et là je parle même pas de juste aujourd'hui, ce que veulent les EELV, c'est fermer à moins de 10 ans toutes les centrales nucléaires qui sont déjà existantes et qui sont en fin de vie. Et ça, fondamentalement, c'est quand même impossible et même les gens de la filière nucléaire le disent, on sera incapable de produire, de retravailler en fait notre projet nucléaire à 10 ans. Donc, un peu compliqué d'imaginer un futur énergétique 2050 où la part de l'électricité dans le mix énergétique va augmenter de plus 36 à plus 70% dans les prévisions, et en même temps à limiter énormément la part du nucléaire, même si de toute façon il faut que les renouvelables aient au moins 60% dans le mix. Mais... Ouais, là c'est un peu dommage parce qu'effectivement on est d'accord, donc c'est sûr qu'on va pas beaucoup se challenger, mais tu sais, moi l'ordre de grandeur que j'ai toujours en tête, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est que quand on regarde l'énergie, pas l'électricité, en France, en gros 80% c'est de l'hydrocarbure.
Et donc, si tu fais un raisonnement de bonnet un peu et que tu te dis, en fait, c'est quelque chose qu'on va devoir électrifier, en fait, c'est sûr que sans nucléaire, tu pars pas gagnant, quoi. Donc, aujourd'hui, je crois que la consommation aujourd'hui en France, c'est 450 TWh par an. On considère, avec des hypothèses qui sont des hypothèses conservatrices, c'est-à-dire où on va avoir un peu d'efficacité énergétique plus de la sobriété, que la consommation électrique, elle va augmenter jusqu'à 650 TWh. Donc ça, c'est les hypothèses où tout se passe bien et en plus, on est sobre et en plus, on a de la rénovation thermique des bâtiments et en plus, on fait attention à notre énergie. Et donc, en fait, cette augmentation de l'électricité, pour les batteries, pour les transports, pour l'industrie, pour créer de l'hydrogène, vert, en fait, tous ces trucs-là, ça va être impossible, sachant qu'on a un parc nucléaire qui, de toute façon, en 2060, devrait être renouvelé quasiment 100%, de compter uniquement sur un rythme de production de nouvelles énergies renouvelables qui soit supérieur à celui que l'Allemagne a subi pendant 10 ans et qui était déjà le plus élevé qu'on ait jamais vu dans le monde. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis 450 à 650. Tu vois, je retrouve pas mes petits quand je dis quand je vois ces chiffres-là et que je pense à. Je parle de l'électricité, juste. Ouais, mais justement, si tu te dis, en fait, j'ai 80% de l'énergie à électrifier, grosso modo, il y a des trucs qu'on n'électrifiera pas, mais tu vois, ça donne un ordre de grandeur. Et que là, tu me dis 450, 650, tu vois, je retrouve même pas mes petits. Donc, parce qu'en fait, on n'électrifie pas tout. Ouais, d'accord, c'est ça, en fait. Il y a des usages qu'on n'est pas capable d'électrifier à ce stade. D'accord. Et voilà, mais ça typiquement, c'est un bon exemple par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ok, bon, là, c'est un peu dommage parce qu'on est tous les deux d'accord, mais ouais, quels exemples d'uniformisation, c'est ça? Non, mais qu'est-ce que tu fais des écolos qui sont pas d'accord, qui vont te dire les déchets, c'est je sais pas combien de milliers d'années. Non, mais en fait, je dis pas il faut qu'on ait tous le même avis sur la question si on est écolo, parce que pareil, dans le socialisme, t'as des franges, t'as des mouvements, t'as des. Ouais, c'est vrai. En revanche, il faut s'accorder sur un socle commun. Et ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est surtout ça la remarque principale. Et qu'est-ce que tu penses aussi du fait que parce que là, le prémisse, c'est qu'il faut s'accorder sur un socle commun. Et en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, en fait, aujourd'hui, la manière dont sont faites nos élections présidentielles, c'est que tu as, je sais pas, 13 ou 14 candidats qui vont se présenter. Et finalement, tu as le droit de voter que pour un candidat. Et du coup, tu as une importance prépondérante de faire des alliances, d'essayer d'être cohérent, de ne pas faire 5 micro-partis pour diluer les voix. Et donc là, en effet, tu te dis, dans un paradigme comme ça, c'est important de s'unifier et d'avoir, je sais pas moi, un seul parti écologique et pas de s'éparpiller. Mais au final, dans les bouquins qu'on a faits, on a eu aussi des gens qui proposaient, qui disaient que c'était pas forcément une fatalité, en fait, qu'on peut aussi faire des systèmes de vote, tu sais, où en gros, je sais pas si tu connais le vote par jugement majoritaire. Ouais. Bon, en gros, pour expliquer rapidement. Le principe de la primaire populaire en 2022, c'est ça? Ça, je connais pas. Le jugement majoritaire, c'est en gros, tu donnes une note à chaque candidat. Ouais, c'est ça. Je vais pas rentrer dans les maths, mais en gros, c'est le fait de noter chaque candidat, ça permet de s'exprimer un peu sur tout le monde. Et du coup, ça ne pénalise pas ton mouvement quand tu as des partis un peu comme le tien, mais un peu différents, qui émergent. Est-ce que dans un paradigme, à ton avis, où on serait dans un système comme ça, où en gros, tu n'es pas pénalisé en étant divisé, est-ce que ce qu'il explique, ça a toujours de la valeur, le fait de devoir s'unifier, de créer une classe écologique, tout ça, tu vois un peu ce que je veux dire? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'ils considèrent que de toute façon, ça va prendre du temps. C'est-à-dire que en fait, les unifications ne sont pas forcément la bonne solution pour véhiculer des idées. En gros, ce qu'ils disent, c'est il faut que tu trouves tes alliés, il faut que tu trouves tes ennemis, et il faut que tu gardes une trajectoire qui corresponde au plus grand nombre de ceux qui t'ont suivi au départ. Après, il dit, et je le disais tout à l'heure, le socialisme, ça a mis 150, 200 ans à s'étoffer. Pareil pour le libéralisme. Mais même si on est au pied du mur au niveau de l'écologie et qu'on se dit, en fait, il faut qu'on gagne des élections dans 5 ans,
en fait, c'est un temps qu'on est obligé de prendre, le temps de la bataille culturelle, si tu veux. Comment faire pour faire passer ses idées. Et l'analogie qu'il utilise, c'est tu vas au travail, tu es en retard et tu n'as plus d'essence dans ta voiture. En fait, même si tu es en retard pour aller au travail, tu dois quand même passer à la station-service pour aller mettre de l'essence dans ta voiture. Donc même si ça te retarde, tu es quand même obligé de faire ce chemin-là, tu vois. Ouais, je vois l'analogie, ouais. Et du coup, ça, je trouvais ça assez intéressant. La deuxième chose qu'il dit, et là, du coup, on avance un peu plus loin dans le bouquin et il parle de qu'est-ce que doit être une politique. Et lui, il parle de démocratie écologique. Et ça, c'est un concept qui est assez intéressant, qui repose beaucoup sur la participation citoyenne et sur la décentralisation du pouvoir. Donc là, en fait, on est en train de parler élection nationale, et lui, il est presque en train de dire le type de gouvernance, ça doit être une gouvernance citoyenne au niveau d'un territoire. Et alors lui, ce qu'il appelle un territoire, c'est une zone terrestre dans laquelle il y a des êtres vivants et un environnement. Et en fait, il met l'humain, on a parlé beaucoup d'anthropocentrisme, d'anthropocène, même pour cette ère géologique qui va être marquée par les déchets qu'on a produits. Et lui, il dit, en fait, on n'est plus juste des humains au milieu d'une nature, on n'a pas construit des murs autour de nous, en fait, il fait une analogie avec des murs de briques que je serais incapable de te refaire là, mais il dit, en gros, on est des êtres vivants au milieu d'autres êtres vivants dans un écosystème. Et en fait, cette analogie, elle est intéressante, mais ce qu'il dit surtout, c'est pour que tu puisses t'approprier un territoire et pour que tu puisses, du coup, avoir un peu ce contrôle démocratique au niveau du territoire, il faut que ça se fasse sur des petites portions de taille de groupe d'individus, si tu veux. Et ça tu t'es déjà posé la question à quoi ça ressemblerait concrètement? Du coup, là, ça serait quoi Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un retour en arrière. Moi, je pense pas, que c'est un repli sur soi, mais il y a énormément de villages qui fonctionnent encore comme ça, tu sais, où t'as un cordonnier, t'as un boucher, t'as un boulanger, je sais rien, chacun un peu sa place dans cette société-là. Et c'est pas du tout un repli sur soi, à mon sens. C'est vraiment une ouverture sur les besoins de l'autre, sur la vie qui t'entoure. En fait, il y a vraiment... c'est un autre... J'ai l'impression de passer un peu du coq à l'âne, mais je pense que c'est important quand même. Mais dans tout son livre, il y a un peu ce fil rouge de aujourd'hui, la prospérité, qu'est-ce que c'est ? Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté, de consommation, de pouvoir voyager, de pouvoir... Et en fait, ce qu'il dit, c'est si on reprend ces définitions et qu'on les remet dans un contexte de cette démocratie citoyenne participative dans des petits territoires, on arrive à transformer ces termes de prospérité dans des termes qui sont beaucoup plus désirables, en fait. Et du coup, en fait, ces communautés sont des communautés ouvertes sur le monde, ne sont pas des communautés repliées sur elles. L'objectif, c'est pas on ne parle pas d'un retour à la bougie, à l'âge de pierre. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout anti-technologique, Bruno Latour. Mais ouais, c'est plutôt ce genre de village, si tu veux, qu'on voit dans ces propositions. Ouais, donc en gros, ça voudrait dire que tu redonnes plus de pouvoir aux microstructures et tu laisses plus d'autonomie aux microstructures. Oui, ça, la participation citoyenne. Ouais. C'est marrant parce que ça me fait penser un peu au livre de Philippe Biouy qu'on avait fait qui s'appelait L'âge des low-tech. L'âge des low-tech, ouais. Et il dit un truc qui est vachement bien. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais en gros, il se pose la question. Ça m'avait marqué, tu vois. Il se pose la question, il dit, en gros, quand tu prends en compte tous les jobs en fait qui sont en lien avec la voiture. Et donc, il te fait une espèce de demi-paragraphe où il va te citer tous les trucs, les autoroutes, les stations-service, les assurances, les machins. Et en gros, il dit, en fait, si tu supprimes tout ça, en fait, tu gagnes probablement peut-être 1 ou 2 jours de travail par semaine, parce qu'il fait vraiment un beau demi-paragraphe de trucs qui sont en rapport avec la voiture.
Donc d'une part, alors je sais pas s'il exagère, mais tu vois, ça te donne un peu les ordres de grandeur. Et il te dit, en fait, t'as moins de pollution, t'entends le chant des oiseaux, il y a un retour à la nature. Et ça me fait penser un peu à ça. Ça me fait penser à, ouais, il y a moins de PIB, mais on vit mieux quand même, tu pourrais te dire. Donc tu vois, ça me fait penser En un fait, peu à ça. dans la notion de prospérité, il y a aussi une remise en cause de la notion de progrès. Aujourd'hui, tu vois, quand on parle de notion de progrès, on parle effectivement d'augmentation de la richesse. Ouais. Et en plus, on enregistre ce podcast, on est juste après le passage du 49.3 sur la réforme des retraites. Il y a eu des révolutions dans la rue hier soir. Et en fait, une des grosses raisons écologiques pour laquelle c'est un non-sens, cette réforme des retraites, c'est que travailler plus, ça veut dire forcément produire plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Ouais. Et c'est pas du tout envisageable dans un monde soutenable. Et donc effectivement, oui, je pense qu'il y a tout ça à remettre en cause, cette notion de prospérité qu'on a aujourd'hui dans le PIB. Parce que là, en fait, tu parles de la réforme des retraites, et c'est vrai que j'étais un peu agnostique, moi, là-dessus, dans le sens où je me disais, tu sais, des fois, j'écoute Jean Covici, et il dit, maintenant, on va aller ramasser des patates à la main dans les champs. Donc, tu vois, limite envie de dire, si la justification, c'est que on va aller ramasser des patates à la main, peut-être que ça fait sens de travailler plus. Entre parenthèses, ce qui me gênait un peu plus dans la réforme des retraites, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement tape un petit peu toujours sur les mêmes personnes. Donc c'est ça qui me gênait un petit peu plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de... quand tu parles de retour à la prospérité, moins d'énergie, moins de choses, moins de bidules, moins de voitures, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de forcément on va devoir travailler un petit peu plus dans les champs, on va peut-être je sais pas, enfin le travail qu'on faisait aujourd'hui va être remplacé par autre chose en fait. Il y a un gros sujet qui est le sujet du ralentissement. Donc en fait, est-ce qu'on a besoin de remplacer tout le temps qu'on gagne? Aujourd'hui, tu vois, on a dû gagner peut-être, je sais plus, je crois que c'est 150% de productivité par rapport aux années 1980. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on bosse moins pour autant, tu vois. Ouais, ça c'est intéressant. Mais c'est quoi le contre-argument à ça? Parce que c'est un truc que j'ai entendu, j'ai souvent entendu à la télé, c'est-à-dire que le gars dit ce que tu dis, hein, il dit en fait la richesse a été multipliée par X, pourquoi on nous demande de travailler plus? C'est vrai que il y a un contre-argument à ça, c'est pas très clair pour moi. Un contre-argument au fait de travailler moins? Ou de travailler plus? C'est-à-dire que c'est vrai que ça paraît logique quand on te dit vu que notre richesse s'est démultipliée, pourquoi est-ce qu'au lieu de continuer à essayer de la démultiplier, on convertirait pas cette richesse en plus en temps en plus? Oui, complètement. Et aujourd'hui, en fait, si tu regardes un peu la répartition de la richesse, tu regardes les boîtes tech américaines, elles ont pris des milliers et des milliers de pourcents de croissance depuis les années 2000. Et ça, c'est essentiellement au profit de quelques. Et on en parlait avec Julien Devorex dans le podcast. Et c'est des mâles blancs de la Silicon Valley qui contrôlent un peu le game des algorithmes qu'on voit un peu partout. Si je reviens du coup sur la partie qu'est-ce qu'on veut, tu vois, en gros, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ralentir? Est-ce qu'on veut... En fait, c'est une histoire d'idéologie encore. Et si on revient un peu à l'idée de Bruno Latour, lui, ce qu'il dit, c'est les écolos, ils n'ont pas réussi à mettre en avant un discours, un récit qui soit suffisamment enviable. Parce qu'évidemment, tu n'as pas envie qu'on te dise maintenant, tu vas plus utiliser ton tracteur pour aller au champ, tu vas utiliser tes mains pour aller ramasser des patates. Ça n'a aucun sens et il n'y a personne qui ira voter pour quelqu'un qui te dit ça. Et donc, en fait, ils ont vraiment failli à cette mission de créer des récits qui soient des récits enviables et désirables par rapport à ce qu'on fait, le socialisme, sur
l'émancipation, sur en fait, vous produisez plus et vous travaillez plus, mais parce que vous aurez une belle voiture, vous aurez une belle maison. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui ont été ancrées, mais qui peuvent se défaire. Après, très difficile de modifier une construction de pensée qui est une construction quasiment mondiale aujourd'hui. Et ça va prendre du temps, c'est sûr. Et là-dessus, il n'a pas de réponse. Mais du coup, quand tu dis est-ce qu'il faut ralentir et est-ce qu'il y a des effets pervers, peut-être qu'il y en a. Aujourd'hui, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression que, tu vois, en tout cas, à titre perso, quand j'arrive à prendre du temps pour moi et à ne pas travailler, ça me va bien aussi. Ouais, ça te va, ouais. Toi, tu bosses à 4/5e, donc ouais. Je pense que tu comprends un peu ce point-là. Oui, moi, je suis partisan de... Mais en fait, si je comprends un peu ce que tu dis, c'est que... oui, en effet, peut-être qu'on va plus ramasser des patates à la main, mais en fait, il y a sûrement une manière de le tourner pour faire comprendre aux gens que ça peut être enviable, en fait. Parce que si tu travailles dans les champs avec des potes, si t'as pas les voitures à côté, si c'est pas pollué à côté, si t'as plus de temps pour toi, si t'as moins de travail aliénant... Et il y a aussi si on reprend encore le truc des patates, aujourd'hui, en France, par exemple, on produit des patates, mais on doit en manger peut-être 5% sur le territoire. On produit des patates pour le monde entier. Tu vois. On ramasse les patates pour les autres. Aujourd'hui, quand on parle d'agroécologie, puisqu'on est sur ce thème-là, on parle aussi d'agriculture vivrière. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on subvient à nos besoins et à ceux de notre communauté. Et en fait, aujourd'hui, peut-être qu'on peut produire 50 fois moins de patates sur le territoire français et subvenir aux besoins des populations qui sont locales. Et peut-être que ça suffit. Tu vois, je sais pas, j'avance une hypothèse, mais dans l'histoire de l'agroécologie, aujourd'hui, ce que me disait Perrine Hervé-Gruyer, que j'ai interviewé il y a 2 mois, c'est que 80% des céréales qu'on cultive en France, elles partent à l'étranger et elles partent pas à côté, elles partent loin. Donc il y a quand même aussi un truc sur qu'est-ce qu'on veut comme type de mondialisation, qu'est-ce qu'on veut comme type d'échange, qu'est-ce qu'on veut comme... oui, d'accord, ouais. Donc c'est un peu... Et effectivement, en fait, on remet un système mondial en place. Et c'est ça qui est compliqué aussi dans cette histoire. Parce que là, on dit les écologistes ont failli à leur mission de récit collectif, de récit enviable. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tous les autres pays aussi. En fait, aujourd'hui, il y en a aucun, je pense, qui a été capable de créer cette dynamique. Ouais. Non, c'est clair. Et je pense qu'en fait, maintenant, je commence à voir un peu ce que tu voulais dire, et du coup, ce que Bruno Latour voulait dire, c'est que il y a un travail de rendre enviable le fait de décompresser, d'avoir moins de choses, de rendre ça enviable. En fait, c'est un truc qui n'a pas été fait. Et c'est vrai que quand j'écoute la France Insoumise ou les Verts, c'est pas quelque chose qui a l'air de transparaître dans leur discours. C'est comme s'ils disaient on va être écolo, mais on va garder nos bidules et nos machins. Donc c'est peut-être que je vois un peu ce que tu veux dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas ils ont pas réussi à transformer ça en quelque chose en un nouveau discours. Ouais. Et dans les partis traditionnels, il y en a. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'écolos qui se reconnaissent pas dans l'écologie politique, c'est qu'il y en a aucun dans l'écologie traditionnelle. Je crois que les premiers à parler de sobriété, on n'est pas encore à parler de décroissance ou de post-croissance, mais les premiers à parler de attention sobriété, c'était cette année. C'était ELV, c'était cette année. Mais, oui, c'est vrai. Mais dans de cette année 2022, quoi. Oui, mais c'est pas du tout un terme dans les partis traditionnels qui a été utilisé. Et on parle, la France Insoumise compris, on parle de croissance verte, parce qu'on a besoin de ça pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est majeur dans le bouquin de Bruno Latour, c'est que quand tu parles préoccupation en français, ils vont te dire, ok, pouvoir d'achat, ils vont te dire taux d'emploi, et ils vont te dire environnement. Et là, il dit, hop, là, ça y est, c'est déjà terminé. Parce qu'en fait, tu as mis environnement dans une case. Et environnement, ça veut rien dire. Tu vois. Et ce qu'il dit, c'est tu dois pouvoir aujourd'hui mettre dans pouvoir d'achat
le pouvoir d'achat, c'est complètement quelque chose. Qu'est-ce que je vais acheter comme nourriture? C'est complètement quelque chose qui est lié à l'écologie. Qu'est-ce que j'achète comme type de nourriture? Avec quoi je nourris mes enfants? Est-ce qu'elle vient de loin? Est-ce qu'elle vient de proche? Etc. Donc ça va dans pouvoir d'achat. C'est est-ce que j'ai une voiture? Est-ce que j'ai un vélo? Est-ce que tu vois, tous ces trucs-là, c'est des notions qui sont des notions profondément écologiques aussi. Dans la partie taux d'emploi, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme emploi dans la transition écologique, énergétique, agricole, en fait tous ces trucs-là, c'est des sujets c'est des sujets qui sont profondément écologiques, et quand tu rajoutes en fait une case, est-ce que vous êtes perturbé ou inquiet sur les sujets environnement, il dit c'est déjà terminé, tu as perdu le combat idéologique sur la bataille culturelle de l'écologie, parce que c'est devenu un sujet à part et qui vient derrière d'autres sujets économiques de préoccupation. Oui, d'accord. C'est-à-dire que je veux avoir mon pouvoir d'achat. C'était quoi le deuxième truc que tu avais dit? C'était le taux d'emploi, je crois. Le taux d'emploi. Je veux avoir mon pouvoir d'achat. Je veux pas qu'il y ait de chômage. Et derrière, s'il y a des fleurs, à la rigueur, c'est joli, quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Oui, il faut un programme pour planter des arbres, quoi. Mais en fait, ça se limite. C'est trop siloté pour que ce soit compréhensible, si tu veux. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser à un truc aussi. Je regardais, tu sais, il y avait eu des gars qui avaient. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient repeint l'Élysée en orange ou un truc comme ça. Je sais pas si tu te souviens de cet événement. C'est Extinction Rébellion. Là. Extinction Rébellion. C'était l'hôtel de police, je crois. Voilà. Ah, c'était ça, c'était l'hôtel de police. Ouais. Et ils étaient passés sur C8 là chez Cyril Hanouna pour expliquer leur truc. Et donc ils expliquaient. Ok, voilà, il y a une urgence écologique, on a fait ça. Nous, le truc qu'on veut faire, c'est rénover les bâtiments. Donc, ils poussaient vraiment ça. Et les réactions sur le plateau, c'était énormément de ça sert à rien. Ça dessert la cause. Parce que, non, c'est pas ça. Mais oui, on peut en parler en effet, mais c'était pas ça mon point. Il y avait beaucoup de réactions qui disaient ça sert à rien parce que de toute façon, les Chinois et les Américains, ils vont rien faire. Et pour moi, ça montre vraiment la profonde incompréhension du truc, dans le sens où, pour reprendre l'exemple, si tu rénoves tes bâtiments, en gros, tu deviens robuste à des pénuries d'hydrocarbures qui vont arriver. Et même en étant égoïste, c'est cool, tu vois. En gros, tu peux avoir chaud chez toi. Si t'étends le truc à la mobilité, tu peux te déplacer et les territoires sont réorganisés pour que tu aies accès à tout ce dont tu as besoin, même quand il n'y a pas d'essence. En fait, c'est comme si les gens avaient en tête dans environnement que en fait, ils n'ont rien à y gagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est marrant, hein? Ouais, aujourd'hui, le combat écologique est clairement vu comme un combat de contrainte et comme du brimage de liberté. Et de toute façon, en fait, rien ne m'empêchera de prendre l'avion parce que vous êtes vraiment que des connards d'écolo et votre seul but, c'est de faire en sorte qu'on puisse pas prendre les avions. On n'a aucune action chez SNCF. C'est parce que, on n'a aucun plaisir d'ailleurs à dire ça sur les réseaux régulièrement en pointant du doigt. Et ce que tu dis, c'est intéressant. C'est un des 12 discours de l'inaction climatique qui est créé par une université anglaise, je ne sais plus laquelle, et qui a été repris par Bon Pote. De toute façon, la France, c'est 1% des émissions, ou de toute façon, c'est pas à nous de bouger avant, c'est aux États-Unis et aux Chinois. Ouais. Parce que eux, regardez, c'est 5%, c'est 6% des émissions, nous, c'est que 1%, donc on est des champions. En fait, ça s'appelle le whataboutisme. Le whataboutisme, en français, c'est le aquabonisme. En fait, c'est pourquoi est-ce que moi je devrais faire des efforts si les voisins ils en font pas. Et ça, déjà, c'est complètement contre-productif parce qu'évidemment, à ce stade, tout le monde se regarde. C'est un Mexican stand-off où tout le monde se regarde dans les yeux avec les flingues sur les côtés en se disant c'est toi qui vas bouger, c'est toi qui vas bouger. Allez, on reprend. Et en fait, si tu prends tous les gros secteurs, si tu prends l'aviation, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Si tu prends l'agriculture, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Si tu prends la Chine, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est quand même eux qui produisent la majorité de nos biens pour le monde entier. Oui, donc, on n'a pas le droit de compter comme ça. On compte pas trop comme ça. Ouais. Si tu prends, j'en sais rien moi, les transports, c'est tant de pourcents de gaz à effet de serre. En fait, tu vas jamais avoir un truc qui va être le grand méchant qui produit tous les gaz à effet de serre.
tu vas juste avoir une somme de secteurs qui vont être entre 1 et 4% et qu'il faudra tous réduire d'un coup et tous ensemble parce que sinon on s'en sort pas. Et en fait, évidemment, la plupart du temps, et je sais pas dans quelle mesure le public de Cyril Hanouna sur C8 est un public qui soit très intéressé sur la question écologique, mais le fait de dire ça sert à rien ce que vous faites, je suis pas tout à fait d'accord parce que déjà, ils ont été remarqués et ça, quel que soit en fait. Je suis un peu partisan du il n'y a pas de bad buzz, mais ça, c'est mon problème de podcasteur et de personnes présentes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et a priori, ils ont fait de mal à personne. Donc, à partir du moment où c'est civil, entre guillemets, et où, en tout cas, c'est non violent et ça apporte un message, moi, j'ai absolument rien contre. Et je pense que le gros problème, plutôt que dernière rénovation qui met de la soupe sur une vitre ou qui met du orange sur l'hôtel de police de Paris. Le gros problème, c'est qu'il y a des scientifiques du GIEC qui bossent des nuits entières de façon bénévole pour pondre des rapports qui sont impressionnants de clarté sur les sujets climatiques. Ils n'endorment pas la nuit. Et ces scientifiques-là, plutôt que d'être dans leur labo en train de bosser sur ces sujets, ils sont dans la rue où ils sont assis par terre avec dernière rénovation à attendre que la police vienne les chercher parce qu'ils font des manifestations. Quand les scientifiques doivent aller dans la rue pour se faire entendre, c'est qu'il y a un gros problème de démocratie. Tu vois. Ouais. Et mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu prends... En fait, ça, c'est un truc que je remarque souvent, c'est que les gens prennent souvent les problèmes environnementaux par la lorgnette du changement climatique. Et en fait, dans le bouquin Les limites à la croissance, en fait, il y a 2 scénarios catastrophes qui se répondent un peu l'un l'autre. C'est le scénario effondrement par pollution. Donc, c'est en gros, tu pollues trop et donc, du coup, tu as un effondrement. Et ça, c'est le scénario du réchauffement climatique, puisqu'on considère ça comme une pollution. Mais tu as un autre scénario qui répond à celui-là. En fait, c'est l'effondrement par épuisement des ressources. Et si tu veux, les deux, je crois qu'ils ne s'engagent pas trop sur les probabilités des deux. Peut-être que s'ils réécrivaient le livre aujourd'hui, ils pourraient donner des précisions. Mais le truc qui me gêne, c'est que le scénario d'effondrement par pollution, c'est le scénario du Mexican standoff, c'est ce que tu disais. C'est un peu chacun pour sa gueule, et si à la rigueur moi je fais quelque chose et les autres ils font rien, à la rigueur il va rien se passer et donc je le fais pas. Et donc c'est un scénario qui sert un peu à rien pour moi, c'est de le pousser. Tu pourrais être un peu pessimiste et dire moi pousser ça pousse à l'inaction. Alors que le deuxième scénario, qui est l'effondrement par les ressources, en fait là tu sors du Mexican standoff et juste tu te dis en fait, moi, j'ai tout intérêt à rendre mon pays adapté à une certaine sobriété, adapté à certains manques de ressources. Faut que je commence à habituer les gens à avoir un petit peu moins, à aller moins loin, à avoir besoin de moins, à réparer leurs trucs, tu vois, et tout ça. C'est, quelque part, ça pourrait être purement égoïste, en fait. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'altruiste pour mettre ça en place dans ton pays, tu vois. Et c'est marrant que c'est quelque chose... je sais pas si t'es d'accord, c'est cette façon d'avancer les choses est moins souvent avancée que l'autre façon qui est l'effondrement par pollution. Tu veux dire le fait de dire le bénéfice apporté, le bénéfice égoïste apporté par le fait de faire des choses de façon plus simple, enfin de faire les choses bien. Ouais, et j'ai l'impression, tu vois, ouais, je vois. Je pense aussi que c'est un biais médiatique, qu'on donne plus d'espace aux informations qui sont peut-être un peu plus clivantes, trash, où tu vois, un peu, tu vas forcément faire un buzz si tu casses du sucre sur le dos de quelqu'un, alors que si tu dis quelque chose qui est de façon plus positive, qui est plus mesurée, ou qui est plus pédagogique, ou qui est plus en profondeur, tu auras peut-être moins d'espace médiatique qui ira sur ce sujet-là. Je pense que ça fait partie des choses que Bruno Latour d'ailleurs dit dans son bouquin. Il y a un manque clair de vision et de prise de position dans l'espace public de la part des écolos sur les sujets qui leur sont chers. Tu vois. Ouais. Et après, sur la partie vision positive, vision collapsologiste, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Moi, j'avais eu Arthur Keller dans le podcast, mais il y a
il y a presque 2 ans maintenant, il y a au moins 2 ans même. Donc, ce sera compliqué de te redire précisément ce qu'il disait, mais en gros, lui, son travail, c'est de travailler sur les nouveaux récits. Et donc, il va établir, en fait, en fonction des différentes limites planétaires, en fonction des limites du vivant, dire qu'est-ce qui pourrait être un futur souhaitable, un futur désirable. Et ces gens-là, je pense qu'ils construisent ce qu'on pourrait... Enfin, tu vois, les futurs qui pourraient être développés. Et lui, il se base évidemment à chaque fois sur des rapports scientifiques pour écrire ce qu'il dit. Et c'est plutôt ces gens-là qu'il faudrait réussir à suivre et pour réussir à avoir une envie d'aller vers ces futurs qui, a priori, sont souhaitables. En fait, je pense que un des gros points pour moi, c'est qu'on a du mal à mettre en perspective et à accorder le fait de perdre une petite liberté, peut-être, tu vois, genre ne pas prendre l'avion pour aller 15 jours en vacances à Bali, avec ce qui est associé, c'est-à-dire émettre 4 tonnes de CO2 et potentiellement créer cette pollution qui va te filer ton cancer des poumons dans 20 ans. Il y a une grosse différence de temporalité qui fait que c'est hyper difficile d'accepter d'arrêter de faire des actions aujourd'hui pour avoir une vie qui pourrait éventuellement être mieux pour mes enfants dans 50 ans. Et cette histoire de court-termisme, c'est vraiment ce qui marque la difficulté à faire avancer, tu vois, des sujets sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est aussi un des problèmes de notre démocratie aujourd'hui. On avance de quinquennat en quinquennat et pas vraiment aujourd'hui, tu vois, tous les plans sont à 2050. C'est très difficile et ça fait depuis 2015, depuis la COP 21 en 2016 que les plans sont à 2050. Donc en fait, quand tu as des plans qui sont à 35 ans devant toi, et que tu vas repousser probablement quand tu vas t'en approcher. Tu parles de long terme, mais tu vois, j'ai l'impression que il y a pas mal de trucs, on a envie de sortir de la mouise assez rapidement, tu vois. Enfin, si déjà il y a commencé à y avoir des tensions sur le gaz, ou même, tu vois que les carburants, ça commence à coûter cher. Probablement que ça n'a pas été évident d'électrifier tout si tu veux remplacer ça par des voitures électriques, que tu vas avoir des problèmes sur les matières premières. Tout ça, c'est des trucs, c'est pas si long terme que ça, tu vois, de se dire, moi, en fait, concrètement, je suis citoyen, j'ai envie de pouvoir aller travailler, d'avoir une mobilité pour aller travailler, comment on se réorganise pour que ça fonctionne. Je sais pas si c'est si long terme que ça, tu vois. C'est la théorie du mur à se prendre à 130 à l'heure, en fait. Ouais, c'est vrai. En fait, on a énormément de difficultés, et ça, c'est humain, à imaginer ce qu'on ne voit pas et à imaginer. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est facile de dire, regardez, sur le graphe de 1880 à 2020, la température sur le globe a augmenté de 1,24 degrés. Vous imaginez ce que c'est 1,24 degrés? Non, franchement, j'en ai aucune idée. Alors, si tu te dis, entre l'ère industrielle et aujourd'hui, en fait, la Terre, elle a augmenté d'1,4 degré. 1,4 degré, c'est quand tu passes de 37,5 à 39 de fièvre. Comment tu te sens quand tu es à 39 de fièvre? Là, tu vois, si tu commences à mettre ce genre d'analogie, les gens, ils commencent à comprendre, tu vois. Et donc, 39 de fièvre, clairement, tu te sens pas bien. Et je sais plus du tout où je voulais en venir, mais c'était intéressant. Non, ce que j'essaie de te faire dire un peu, c'est que moi, j'avais l'impression qu'il y a... Parce qu'en fait, on parle de classe écologique et de réinventer les discours en fait, fédérateurs. Et moi, j'ai l'impression que le discours fédérateur, c'est le discours de la limite par les ressources, et c'est le discours du court terme, en fait. Mais ça, c'est le discours pédagogique. En fait, c'est les limites, c'est facile. Non, c'est hyper difficile, mais tu vois, aller dire, on a décimé 60% de la population des vertébrés en 40 ans. On a décimé, je sais pas quel pourcentage de la biodiversité totale en je sais pas combien de temps. En 2050, il y aura plus de poids de plastique et de déchets dans l'océan que de poissons. C'est des chiffres, en fait, tu vois. Mais réussir à transformer ça en récit actionnable et qui soit enviable, c'est ça qui est le plus compliqué. Et aujourd'hui, tu vois, tu dis, ce qui nous lie, c'est ces faits qu'on connaît. Mais en fait, justement, c'est ce qui... J'ai l'impression, plutôt de mon côté, que c'est ce qui nous désunifie, entre guillemets, parce qu'on a tous notre avis sur la question, tu vois. On nous bassine avec, quand on est écolo, moi je suis dans mon biais de bulle et encore plus avec le podcast où en fait tout mon feed LinkedIn c'est 100% ça. Oui, c'est ça, toi t'es enfermé.
Mais on nous bassine avec des sujets, mais à n'en plus savoir que faire. Il y en a dans tous les sens. Donc en fait, c'est très très difficile de prendre une position quand tu es quelqu'un de lambda qui commence à s'intéresser à cette question. C'est tellement difficile de prendre une position et de se dire, ok, j'ai pas fait tous les efforts pour rechercher exactement toutes ces informations sur tous ces sujets. Tu as un flot d'informations qui t'arrive sur la biodiversité, sur le climat. Ah oui, mais attends, en fait, climat, on parle augmentation, mais c'est dérèglement climatique. Attends, changement climatique, mais pourquoi est-ce qu'il fait plus froid? Mais je comprends pas. Et tu as biodiversité, climat, économie, politique. On te parle alimentation, agriculture. Attends, est-ce que bio, franchement, c'est vraiment si bien que ça? Mais bio, c'est écolo, je sais plus. Et en fait, tu vois, tu as tellement d'informations qui t'arrivent dessus. C'est impossible de s'en sortir si t'as pas le fameux récit un peu désirable qui est un peu le raccourci pour ceux qui n'ont pas la possibilité de prendre le temps de tout comprendre, tout apprendre, tu vois. Mais est-ce que toi, parce que j'ai l'impression que dans le bouquin, c'est ça, ce que tu disais, c'est pas un essai, donc il te donne pas de réponse. Est-ce que toi, t'arrives quand même à te dire, ok, s'il y avait un récit désirable, ça serait quoi? Parce que moi, je t'ai donné le mien. Moi, je pense que le truc le plus efficace, c'est égoïsme et court-termisme. C'est de dire, de toute façon, les gars, il n'y a plus de pétrole, on va faire les trucs. Mais voilà. En fait, tu vas remplacer ta chaudière parce que du coup, ça va te permettre d'économiser du fuel. Et juste parce que sinon, tu auras froid si tu le fais pas. Donc fais-le. Donc ça, moi, c'est ce que j'ai formé au fil de notre discussion par rapport à ce que tu m'as expliqué et ce que j'ai compris. J'ai l'impression que s'il fallait rôder un discours, en gros... c'est ça que, après 10 minutes de réflexion, je ferais. Est-ce que toi, tu as une idée c'est quoi pour toi le discours qui parlerait aux gens politiques, enfin le truc que Bruno Latour veut créer? Je suis assez d'accord avec toi sur la partie, au fait, qu'est-ce que les gens trouvent souhaitable, qu'est-ce que les gens trouvent désirable. C'est pas de paupérisation et c'est avoir... ce qui m'intéresse quand je veux, quoi. Donc, et là encore, on revient au pouvoir d'achat et on revient à la partie économique. Et donc là, encore une fois, tu pourrais te dire, la société, qu'est-ce que c'est, les bons indicateurs, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense que avoir ces nudges qui transforment il faut que tu remplaces ta chaudière au fioul parce que c'est pas bien et ça devient interdit. Avoir le nudge de dire, en fait, si tu passes à une pompe à chaleur, dans 2 ans, en fait, tu pourras revendre de l'électricité sur le réseau et ça va te permettre d'avoir... Enfin, je sais pas, j'invente un truc, mais effectivement, je pense que ça, aujourd'hui, c'est indispensable et que c'est pas assez fait. Moi, je suis assez partisan de la décentralisation. De ce que parle... ce que tu expliquais tout à l'heure de redonner le pouvoir au territoire. Ouais, en fait, ça veut pas forcément donner le pouvoir. Quand on parle... Oui, c'est ça. C'est en fait... avoir des niveaux de décision citoyens qui soient des décisions pour des communautés, tu vois, et que chacun puisse facilement trouver sa place dans une communauté, qui soit peut-être des communautés protectrices, tu vois, qui prennent des décisions collégiales en étant formés. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour moi, un futur souhaitable, c'est un futur où quand c'est un gros projet, on va aller un peu comme une convention citoyenne, tu vois, qu'on a connue en 2020. En fait, pour des projets qui impactent une société ou une communauté à un endroit donné, que à chaque fois, il y ait des experts qui viennent former cette communauté sur le sujet, sur l'enjeu. Je sais pas, si tu prends le sujet des éoliennes, par exemple, où à droite, on dit on va démanteler toutes les éoliennes parce que c'est pas beau sur le... Enfin, à droite, hein, on démantèle tout de suite toutes les éoliennes parce que c'est pas beau et parce que c'est une atteinte au paysage français. À gauche, on va dire il faut absolument mettre des éoliennes. Et puis au milieu, tu vois, tu vas avoir on va essayer de mettre un peu tout, quoi. Et moi, je suis assez partisan de... en fait, ces territoires dans lesquels on va installer des éoliennes, on va les mettre à un expert qui va expliquer calmement, objectivement, les pour et les contre, tu vois. Et il ne faut pas que cet expert il soit missionné, mandaté, comme ça a été le cas par la société qui va installer les éoliennes. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne dire, OK, il y a ce projet, voilà les plus, voilà les moins, voilà ce que vous pouvez en tirer, voilà, et leur proposer d'être propriétaire de ce projet-là. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à dire à quelqu'un c'est ton éolienne, ça veut dire que cette électricité qui est produite pour ta communauté, pour ta ville, en fait, toi, tu fais partie de ce projet-là, et je pense que tu as
t'as vraiment une sorte d'attachement au projet où du coup tu l'acceptes beaucoup mieux et tu le valorises et tu en parles et tu développes ce truc-là. Oui, et donc je pense que s'attacher à un projet et donc proposer aux citoyens de participer, c'est un énorme enjeu pour leur faire comprendre et accepter cette transition, notamment énergétique, parce qu'on parle des éoliennes, mais écologique aussi, tu vois. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, j'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de partir du principe que si c'est les gens localement qui prennent la décision, en gros, il y a de grandes chances qu'ils soient, je sais pas si c'est le bon mot, amoureux de leur décision, en gros, qu'ils soient enjoués par leur décision. Et du coup, s'ils décident, je sais pas, d'avoir de l'agro-agriculture et de manger des trucs qui sont peut-être moins pollués, plus naturels, voilà. C'est vrai que si ça vient d'eux, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ça peut être aussi un levier d'acceptation énorme, quoi. Donc, il faut leur proposer. Et après, aujourd'hui, ça se fait, tu vois, ça va être un maire qui va aller dire à sa commune, ok, bah voilà, on a besoin d'1,5 million pour mettre une éolienne à tel endroit. Est-ce que vous avez envie de participer financièrement au projet ? Et donc là, tu fais une assemblée citoyenne, tu organises le projet, tous ceux qui participent, ils sont potentiellement à fond. Et donc, tu organises ce truc. Ça se fait un peu... j'ai mon frère qui travaille dans l'agrovoltaïsme. Donc en gros, c'est quoi ça ? Alors, c'est assez nouveau assez nouveau. Ça se fait, mais du coup, la partie, le fait de vendre d'après l'électricité, c'est assez récent. Mais c'est donc utiliser des champs, mais pas en faire des fermes solaires qui utilisent l'espace au sol comme tu pourrais l'avoir aujourd'hui, tu sais, sur des champs où tu as juste des panneaux qui sont plantés et on peut pas utiliser le champ la surface pour autre chose. Là, en fait, du coup, ça va être des ombrières qui vont être sur un champ et potentiellement, en fait, tu peux avoir, j'en sais rien, moi, des moutons, tu peux avoir une culture qui a besoin d'un certain ensoleillement, etc. Et du coup, en fait, tu vas démultiplier la capacité de cette surface. Et donc ça, en fait, ils font ça avec des coopératives agricoles, donc ils vont dire, ok, bah nous, on va aller mettre en commun notre truc pour aller créer ce grand parc agrivoltaïque. Et donc ça, c'est des projets, tu vois. Et à chaque fois, on en revient un peu à cette idée de communauté, tu vois, les coopératives agricoles, les coopératives énergétiques. Et j'ai enregistré avec Énergie d'ici, qui est en gros un consortium de producteurs d'électricité à taille humaine, qui se réunissent en fait autour d'un fournisseur qui s'appelle Énergie d'ici, pour aller fournir une électricité locale et produite de façon indépendante. Donc tous ces systèmes-là, qui sont des systèmes décentralisés, mais qui ne sont pas des systèmes archaïques, tu vois, pour moi, sont des systèmes qui sont tout à fait envisageables au niveau national aussi. Ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais. C'est d'accord, ouais. Je vois ce que tu as. Donc là, limite, on a écrit un complément au livre de Bruno Latour où on propose maintenant. Je pense que c'est juste un exemple parce que lui, il en parle bien quand il dit, en fait, il faut créer des territoires. Et, il en parle. Il dit, oui, alors il dit il faut créer des territoires et il faut. Alors lui, il parle d'être terrestre. Donc en gros, pour éviter de parler de humain et être vivant, il parle d'être terrestre pour parler un peu de cette biosphère entre guillemets. Et il dit en fait les humains doivent prendre possession. Et quand je dis prendre possession, ça veut pas dire genre être au milieu d'eux, mais ça veut dire comprendre leur entourage, comprendre les êtres vivants qui vivent avec eux, mais ils doivent prendre possession de leur territoire. Et ce territoire, ils doivent être en mesure de le gérer par eux-mêmes. Parce que, évidemment, quand tu vis à Paris et à l'Élysée, tu sais pas trop ce dont la ville de Neuillac a besoin dans le 6-2. La réflexion que je m'étais faite aussi dans les limites à la croissance, faut pas se moquer si c'est débile, hein, mais j'avais jamais pensé avant, c'est que en fait dans le monde d'avant, si tu pars du principe que les ressources sont infinies, et je pense qu'en gros dans le monde d'avant on avait le droit de dire ça, on pouvait appliquer une sorte de règle, à la rigueur, si Bernard Arnault il fait plus 5% de richesse cette année, et que tous les autres fait plus 2, plus 3, à la rigueur, tu vois, faut pas être comment on dit, envieux de son voisin, et si toi t'as plus, ne dis rien. Tu vois, il y avait une espèce de peut-être de logique comme ça avant, et on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais aujourd'hui en fait
ça n'est plus tenable, puisque en fait, si celui qui a déjà beaucoup, il a besoin de faire plus de 3%, 4%, 5% pour que celui qui a moins, il puisse avoir un petit peu plus. En fait, en termes de ressources, en termes de flux physique, c'est quelque chose qui ne colle plus. Et donc, c'est quoi un peu ton avis là-dessus, si on devait, dans un programme écolo, parler un petit peu des inégalités? Ça serait quoi le truc qui tomberait sous le sens en termes écologiques? Tu vois un peu où je veux en venir? Aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a quand même une augmentation des inégalités. Alors, on a une réduction des inégalités au niveau national en France. Sauf qu'il me semble que les stats sont un peu faussés parce qu'en fait, on dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté de 1,6%. Mais en fait, ça veut dire que, évidemment, si tu augmentes ton salaire de 3 000 à 3 200, ton augmentation, elle est plus faible que la personne qui a augmenté de 1 000 à 1 100, enfin à 1 050, tu vois, en pourcentage. En revanche, en valeur absolue, tu auras quand même augmenté plus ton salaire. Donc en fait, ce que ça veut dire quand tu dis 1,6%, ça veut dire quand même que le pouvoir d'achat des gens les plus riches a plus augmenté que le pouvoir d'achat des gens les plus pauvres. Donc il y a quand même un problème de ce côté-là au niveau des... Moi, je suis très... on peut remettre en question les chiffres qui sont donnés. Et du coup, je pense qu'il y a effectivement des problèmes de répartition des richesses. À côté de ça, je suis entrepreneur, j'ai ma boîte et j'ai quand même... donc j'ai un peu je sais pas si c'est une dissonance cognitive, mais j'ai quand même un peu les deux côtés de cette pièce-là. En disant, effectivement, on a une société, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est dans le livre de Bruno Latour. Hein. On a le choix entre une société un peu assistée et une société qui est complètement libre, mais du coup pas du tout accompagnatrice. Et aujourd'hui, c'est un peu le seul choix qu'on a, et j'ai pas l'impression que c'est le choix que j'ai envie de faire non plus, tu vois. Donc quand tu dis qu'est-ce que tu penses de la répartition des richesses, qui est un peu le fond de la question, a priori, ma réponse, elle serait quand même assez proche de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je sais pas si on va me taxer de communiste, hein, mais si la répartition, elle va, tu vois, genre des coopératives, et que ce sont des gens qui sont dans ces coopératives-là, mais du coup, en fait, peut-être que ces richesses, elles doivent revenir à des communautés. Moi, je suis pas hyper partisan de toute la partie donner des parts dans ta boîte à tes salariés, tous ces trucs-là. Je pense que je me verserai jamais un salaire qui sera vraiment supérieur. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis pas le mieux payé dans ma boîte, hein. Mais du coup, je pense que je me verserai jamais un salaire qui sera 15 fois ou 20 fois supérieur à celui des alternants de ma société, je pense. Donc, a priori, je suis plutôt pour une répartition relativement égale. Je crois pas vraiment, en tout cas, je crois pas au ruissellement, comme nous en a parlé pendant longtemps. Mais du coup, question difficile parce que j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais je suis plutôt pour une répartition égale. Si on parle de revenu universel, je suis a priori pour un soutien des jeunes au moins. Ça, je pense que ça me paraît important, un soutien financier des jeunes. Mais j'ai pas plus d'avis que ça sur la question. Ouais, en fait, mon approche un peu naïve, c'est de me dire que quelqu'un de très très riche, c'est quelqu'un qui va mobiliser beaucoup de flux physiques et beaucoup de ressources. Et donc, dans un monde où le gâteau est fini, en fait, ça a une réelle incidence sur les autres. Et c'est plutôt comme ça. Je suis resté de façon très monétaire, moi. Oui. Ouais, tu vois, c'était ça un peu En fait, j'essayais de le lier en fait à des problématiques écologiques. En fait. Dire juste, en fait, est-ce que c'est faisable dans le nouveau monde? C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des dirigeants, des grands dirigeants d'entreprise, même des influenceurs. En fait, ça dépend. C'est pas uniquement le grand capital et les grands dirigeants d'entreprise. Hein. Il y a beaucoup de personnes. Aujourd'hui, par exemple, l'aviation, c'est 75% une aviation de loisirs, et ça représente même pas 5% de la population mondiale qui se paye ce loisir-là. Ça, clairement, c'est quelque chose qui est absolument pas soutenable. Et, par exemple, et du coup, effectivement, ces personnes-là qui en bénéficient, ils ont l'impression qu'on leur ôte leur liberté.
Et après, très difficile, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, tu vois, genre, très difficile de faire le lien direct pour eux entre la liberté qu'on leur ôte et le bienfait que ça donne pour des gens qui n'ont pas accès à ce loisir-là, et qui en même temps, si on coupe le loisir, eux, ils auront peut-être un air moins pollué, ils auront peut-être pas la sécheresse ou la pollution, la sécheresse supplémentaire l'année prochaine, ils auront peut-être pas les pénuries d'eau dans 2 ans. Et du coup, en fait, difficile pour ces gens-là. Eux, ils ont vraiment juste l'impression qu'on leur dit non, tu prends plus l'avion parce que tu l'as trop pris. C'est en fait, de quel droit tu me dis ça? Parce que c'est trop loin, c'est tellement difficile d'imaginer ce que ça peut être, en fait, juste quand tu fais ton petit aller-retour, de se dire, en fait, surtout quand nous on est dans l'hémisphère nord, en fait, les premiers touchés, c'est pas vraiment nous. Donc hyper compliqué de voir cette différence, mais effectivement, je pense que aujourd'hui l'objectif, c'est d'ailleurs c'est un objectif pour la planète, il faudrait que chaque personne soit à 2 tonnes de CO2 équivalent, en gros, en émissions annuelles. Si on compte les émissions historiques, c'est-à-dire tout ce que nous, on a produit depuis les années 1800, etc., il faudrait que les Français ils soient à moins que ça, pour compenser pour tout ce qu'on a fait pendant des dizaines et des centaines d'années. Aujourd'hui, on est à 5 fois ça en France, ils sont à presque 10 fois ça aux États-Unis, donc clairement, c'est pas juste avec de l'efficacité énergétique et des voitures à hydrogène qu'on va solutionner ce problème-là. Et il y a un énorme travail de changement des mentalités. Et le changement des mentalités, je pense que c'est le travail le plus complexe et le plus long à faire, parce que il faut transformer du coup ce que tu penses être bien, ce que tu penses être une réussite, ce que tu penses être de la prospérité, tout ce que tu veux. Xavier, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose J'espère que ce bouquin de Bruno Latour vous aura. Il est pas aussi long que ça à lire. En vrai, il y a c'est grand. Là, on a suivi des grandes infos. Bon, il est un peu philosophe, donc il y a certaines phrases qui sont un peu alambiquées. Mais son acolyte Nicolas Schultz le tempère un peu. Mais c'est un petit bouquin d'une centaine de pages qui se lit très bien. Donc, je vous invite à le lire. Et si vous avez surtout d'autres questions sur toute la partie écologique, moi j'ai un podcast avec plus de 85 épisodes qui s'appelle The Big Shift, qui est vachement bien, et dans lequel on parle vraiment de tous les grands silos de ce dont on vient de parler, en parlant de politique, d'énergie, d'alimentation, de tout ce qui fait qu'on a une société qui peut éventuellement réussir sa transition écologique. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast-là, vous le trouvez sur votre plateforme d'écoute. Et si ça vous plaît, vous mettez des étoiles, comme vous pouvez le faire pour le nectar. C'est ça, ouais. Donc moi, je recommande vraiment The Big Shift. C'est vraiment vachement bien. J'ai déjà fait pas mal d'épisodes. C'est vrai. T'as un préféré, d'ailleurs? Est-ce que j'ai un préféré? Ouais, peut-être. Il y en avait un sur l'agroécologie, mais c'est parce que c'est un peu mon dada. C'est pas, voilà, c'est très perso. On a eu la championne de ça, en plus, sur le podcast Perrine Hervé-Gruyer. Ouais. Mais tu vois, c'est les goûts et les couleurs après, mais c'est parce que c'est un peu mon dada. Et oui, et c'est vrai que j'ai essayé de le lire un petit peu le bouquin avant que tu arrives. J'ai eu un peu de mal, c'est un peu aride. C'est pour ça, je me suis peut-être lancé dans un truc un peu compliqué. J'espère que ça n'aura pas été trop décousu. Et je vous promets, sur mon podcast, c'est pas moi qui réponds aux questions, donc c'est vachement plus simple parce que c'est des gens qui savent ce qu'ils disent. Non, mais c'est cool. Et j'ai bien aimé le fait de tu vois, en gros, c'est ce que tu disais au début, c'est pas un essai, donc il répond pas, il donne pas de réponse. Et j'ai bien aimé le fait qu'à un moment, on se soit lancé dans vas-y, on va essayer de proposer des trucs, tu vois, on va essayer de répondre et de se creuser un petit peu. Donc c'était cool. Trop bien. Bon, merci. Salut, ciao. Ciao.